Alors, je vois que vous arrivez. Bonjour à tous. Alors, je vais mettre ça. Bonjour. Hop. Et je vais partager mon écran. Bonjour, bonjour. Voilà. Alors, petit souci. C'est bon. Je vais remettre la conversation. Ok. Et puis, je vais mettre en plein écran. Bien. Est-ce que vous voyez tous l'écran? La présentation? Oui. Oui? D'accord, parfait. Parfait, parfait. Donc, on va pouvoir commencer. Alors, par contre, je m'aperçois que je n'ai plus l'accès à la conversation. Alors, c'est pas ça. Hop. Qu'est-ce que je peux faire? Juste un tout petit problème à régler. C'est que... Alors. Pourquoi ça est là? Ça a marché ce matin. Ah, ça y est. Ça y est, ça y est. Alors, on va plutôt mettre ça comme ça. Voilà. Ok. Alors, bonjour à tous. Donc, on va pouvoir commencer notre premier cours sur la partie optique de ce cours des outils physiques. Je me présente, donc mon nom c'est Yves Bénilan, je suis professeur à l'UPEC. Et donc, je prends la suite de Pasquale Esselito, qui vous a fait une partie sur l'aspect thermodynamique. Et nous, on va parler plutôt de phénomènes optiques. On va parler de la lumière beaucoup. On va avoir ensemble 4 cours. Un donc aujourd'hui, et puis ensuite 3 suivants après la pause pédagogique. Alors, ces cours peuvent arriver un petit peu tard peut-être pour ceux qui ont déjà fait les travaux pratiques sur l'optique géométrique. Néanmoins, voilà, on a des contraintes de planning qui font qu'on a été un petit peu obligé de commencer ces travaux pratiques avant de pouvoir faire les cours. Alors, je crois que tout le monde n'a pas passé non plus encore les TP. Bon, en tout cas, tous ces outils vous serviront. Si ce n'est pas pour ces travaux pratiques-là, en tout cas, ce sera pour la suite de votre parcours. Concernant la mise à disposition donc, de documents, puisque la question m'est posée à chaque fois, en fait, à la fin de chaque cours, je posterai sur Eprel les diapositives correspondant au cours qu'on aura fait la fois précédente, enfin là à la fin de cette fois-ci,
Donc ce soir, vous aurez les diapositives d'aujourd'hui. Et puis, j'enregistre aussi l'intervention. Donc, du coup, vous aurez aussi la vidéo pour éventuellement avoir, s'il y a eu des questions de poser, avoir les réponses aux questions. Et puis, des fois, je fais des annotations sur les transparents. Donc, ça vous permet aussi de garder une trace de ces annotations. Voilà, je vous mettrai un lien, en fait, vous verrez, vers un fichier vidéo qui se trouve sur YouTube. Voilà pour ça. Alors, si vous avez des questions pendant mon intervention, n'hésitez pas. Alors, le plus pratique, c'est quand même de les poser à l'oral si vous pouvez. Et puis sinon, j'essaye de garder un œil sur la conversation. Mais voilà, souvent, j'ai du mal à faire les deux, hein, c'est-à-dire faire la présentation et en même temps regarder la conversation. Donc, n'hésitez pas, s'il y a des questions qui vous brûlent les lèvres, d'intervenir. OK. Bon, du coup, je crois que j'ai fait à peu près le tour de cette présentation un peu générale de ce cours, du cadre. Et sauf si vous avez des questions de nouveau, ou sinon je vais commencer donc le cours. Pas de questions particulières pour le moment? Non? OK. Alors, vous allez voir. OK. Alors, vous allez voir, donc ce cours va porter sur différentes parties. La première partie, c'est une partie qu'on appelle optique géométrique. Ça va être la majeure partie, hein. Ça va être les 3/4 en fait du cours. Ça va porter sur l'optique géométrique. Alors, vous voyez que dans ce transparent-là, je vous ai mis un certain nombre d'images. En fait, dans ces images, on va retrouver un petit peu tous les chapitres qu'on va traiter en optique géométrique. Vous voyez sur l'image en haut à gauche, on voit apparaître ici des couleurs, du violet ici, en passant par le vert pour aller jusqu'au rouge. Vous connaissez bien ce phénomène, hein, c'est le phénomène d'arc-en-ciel. Et on verra à partir de l'optique géométrique comment est-ce qu'on peut interpréter ce phénomène, d'où provient ce phénomène. Vous avez ici à côté à droite une goutte d'eau, donc on verra que notamment le phénomène d'arc-en-ciel s'interprète en étudiant la lumière qui va être transmise et réfléchie à l'intérieur d'une goutte d'eau. Mais on peut voir éventuellement un autre phénomène à l'intérieur d'une goutte d'eau, c'est quand on regarde soit une goutte d'eau, soit à l'intérieur, c'est en fait un phénomène donc soit de réflexion. Vous voyez qu'ici, on a en image en face ici un espèce d'épi de maïs qui se reflète dans la goutte d'eau. Donc ça, c'est le phénomène de réflexion qui va se passer à la surface de la goutte d'eau. Et puis, vous voyez, on a en fait une image qu'on voit à travers la goutte d'eau, donc qui est le paysage qui est derrière la goutte d'eau. Et en fait, ici, la goutte d'eau agit comme une lentille. Et donc, on verra ce processus de formation d'image. Avant d'étudier ça, donc on va devoir regarder ce qu'on appelle les lois de Snell-Descartes. On va voir aujourd'hui d'où proviennent ces lois. Et dans ces lois de Snell-Descartes, donc on a notamment cette loi de la réflexion, hein, qui permet d'expliquer notamment cette formation de l'épi de maïs, là. Mais qui permet aussi d'expliquer, vous voyez ici en bas à gauche, vous avez un bâtiment qui est formé notamment de grandes baies vitrées sur la façade de ce bâtiment. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, on voit ici une image du ciel qui est au-dessus, qui se réfléchit sur la surface vitrée de ce bâtiment et que l'on va donc pouvoir expliquer à l'aide de ces lois de Snell-Descartes, qui sont les lois de l'optique géométrique, hein, à la base de toute l'optique géométrique. Et puis enfin, en bas à droite, je vous ai mis une photo d'un œil, donc où là encore, on voit à la surface de l'œil le ciel qui se reflète sur cet iris. Mais je vous ai mis ça surtout parce que vous verrez qu'à la fin donc, de ce cours, eh bien, on va parler spécifiquement de cet outil qui nous permet à nous et à l'ensemble du monde animal de voir la lumière, et on verra comment on peut décrire comme un système optique assez simple
un œil et comment on va pouvoir éventuellement expliquer les défauts de vision et comment on peut corriger ces défauts de vision, notamment avec des lunettes. Euh, voilà, et puis on terminera en fait cette partie du cours sur eh bien, des instruments à base de lentilles, hein, et notamment le microscope dont vous avez vu en travaux pratiques, de ce que j'en sais, un exemplaire que vous avez pu un peu décortiquer. Donc on reviendra là-dessus. Et puis on verra aussi qu'on a, lors du dernier cours, en fait, j'aborderai une partie qui est un peu différente, qui touche plutôt à ce qu'on va appeler de l'optique physique, qui là va faire état de la lumière sous une autre forme. Je vais vous en reparler tout de suite après. Ok, alors on va pouvoir commencer donc sur ce cours d'optique géométrique. Alors, l'optique géométrique, hein, c'est un domaine en soi de la physique qui est relativement ancien. Vous savez qu'en physique, hein, ce qu'on cherche à faire, en fait, c'est décrire le monde qui nous entoure, essayer de décrire les phénomènes, phénomènes physiques que l'on peut voir dans ce monde. Et pour ça, eh bien, on va développer des modèles. Et l'optique géométrique, c'est un modèle qui tente d'expliquer des phénomènes lumineux, donc notamment ce qu'il advient de la lumière quand elle interagit avec le monde matériel. Donc on va voir que cette description finalement de la lumière, eh bien c'est vraiment une question d'échelle, c'est-à-dire que le modèle qu'on va pouvoir développer pour décrire l'interaction de la lumière avec différents éléments, eh bien ça va dépendre vraiment de l'échelle euh, de ces éléments. Euh, et vous avez ici deux images, par exemple, où on peut observer deux phénomènes lumineux. Ici, donc en bas, vous voyez la lumière du soleil qui passe à travers les nuages. Et l'impression qu'on a, hein, c'est qu'on a un espèce de pinceau lumineux. On a l'impression donc de quelque chose qui se propage, un phénomène donc lumineux qui se propage en ligne droite, hein. Et puis, à certains endroits, ça ne se propage pas, on ne voit rien. Et puis, à d'autres endroits, on a effectivement de la lumière comme ça, avec un phénomène qui semble rectiligne. On voit aussi ça dans un sous-bois ici, vous voyez, où on voit ici donc la lumière qui passe à travers les feuilles des arbres. Et là encore, hein, on peut identifier ici ce qu'on va appeler des raies de lumière. C'est effectivement ce phénomène lumineux qui se propage. C'est le phénomène le plus commun, hein, que l'on peut observer pour la lumière. C'est effectivement cette propagation de la lumière en ligne droite. Et donc, on va appeler ça un rayon lumineux. Euh, En fait, on va parler de faisceau lumineux quand on a cette propagation de la lumière en ligne droite. C'est voilà, le phénomène le plus courant et c'est ce qui va vraiment être l'objet de toute l'optique géométrique. Alors, ce n'est pas toujours le cas, hein, la lumière ne se propage pas toujours comme ça en ligne droite. Je vous donne un petit exemple ici. Voilà, par exemple, une photo ici d'une lumière. Donc, c'est le point lumineux qui est au centre, hein, qui est une lumière qui se trouve à l'extérieur d'une fenêtre. Et on regarde cette lumière à travers un rideau ici. Alors, quand on regarde comme ça une lumière à travers un rideau, eh bien, on peut voir apparaître des structures particulières de l'image, hein. Vous voyez qu'ici, on n'a pas juste un point lumineux au centre, mais on voit apparaître des taches qui ont différentes formes ici, avec des endroits où on a de la lumière. Ici, on voit, ça fait comme une étoile déjà. Et puis, on a ici donc des points lumineux avec certains endroits qui sont très lumineux, d'autres qui deviennent moins lumineux, et même des endroits où on n'a plus du tout de lumière. Et puis ensuite, on retrouve de la lumière. Euh, Ça, on ne peut pas l'expliquer par une propagation de la lumière en ligne droite.
hein. Si on avait la lumière qui traverse simplement le rideau en ligne droite, eh bien, on aurait, comme tout à l'heure, hein, comme dans les images que je vous ai montrées ici précédemment, eh bien, on devrait voir quelque chose qui est juste un point ou si par endroit c'est masqué, eh bien, de voir aux endroits où c'est masqué, euh, eh ben, pas de lumière. Mais il n'y a aucune raison pour que la lumière, elle soit intense à un endroit ici, qu'on n'en ait plus du tout, et puis qu'elle se remette à apparaître à d'autres endroits euh, comme ça. Alors ce phénomène-là, donc, on le rencontre quand la lumière, en fait, rencontre des obstacles de petite taille. C'est un phénomène qu'on appelle le phénomène de diffraction et d'interférence. Euh, pour expliquer ce phénomène et cette figure ici de diffraction et d'interférence, eh bien, il va falloir considérer non pas que la lumière est simplement un rayon lumineux, mais que la lumière est formée à partir d'une onde, que en fait la lumière est une onde qui va se propager dans l'espace. Alors, non, vous voyez que donc la question est, est-ce qu'on n'a pas ça pour les grands obstacles non plus? Ben non, vous voyez ici, on peut juste voir que qu'est-ce qui se passe pour la lumière? Ben, aux endroits où la lumière peut passer, eh bien, vous voyez que ici, on a de la lumière, et puis aux endroits où la lumière est arrêtée, eh bien, on n'a pas de lumière. Mais on n'observe pas ici de phénomène. Si vous regardiez ici, alors ici on l'a pris sous incidence rasante, on va dire, hein, c'est-à-dire à l'horizontale, mais si vous regardez en face, quand vous regardez le soleil en face, eh bien, vous ne voyez qu'un seul soleil, hein. Vous ne voyez pas des images du soleil qui se répètent comme ça à intervalles réguliers. Pour pouvoir voir ça, eh bien, il faut avoir ici des obstacles qui sont suffisamment petits. Alors, qu'est-ce que c'est l'obstacle qu'on a ici, hein? Ici, on regarde à travers un rideau. Un rideau, c'est quoi? Ce sont des fils qui sont tressés les uns par rapport aux autres. Alors, en général, avec des fils horizontaux et des fils verticaux. Et en fait, l'espace entre les fils va laisser passer la lumière. Mais néanmoins, cette lumière qui va passer entre les fils, eh bien, elle va venir interférer avant d'arriver à votre œil. Et du coup, pour observer cette interférence, eh bien, il faut que les trous qui sont ici à l'intérieur du rideau eh bien, soient suffisamment petits. Alors, vous voyez que jusqu'à présent, je vous dis, c'est suffisamment grand, suffisamment petit. Voilà, je ne vous fixe pas vraiment d'échelle. On va essayer de comprendre quelle est l'échelle qui est adéquate pour effectivement fixer cette limite un petit peu entre quand est-ce qu'on peut considérer que la lumière elle va simplement en ligne droite, c'est juste un faisceau lumineux, ou est-ce qu'il va falloir à un moment considérer que non, cette lumière, ce n'est pas seulement un rayon lumineux qui va tout droit, mais c'est aussi une onde. Et quand on a une onde, eh bien, on va pouvoir avoir ce qu'on appelle un phénomène de superposition d'ondes, et que par endroit, eh bien, ces ondes qui se superposent, elles vont pouvoir s'annihiler et donner des régions sombres, alors qu'à d'autres endroits, elles vont au contraire s'ajouter et donner des régions brillantes. OK. Alors, si on doit considérer la lumière comme une onde, eh bien, on doit développer un modèle de cette lumière qui est ce qu'on appelle le modèle ondulatoire. Hein. Donc, comme je vous le disais, donc la lumière qui se propage de manière rectiligne, hein, selon une droite et rien d'autre, c'est une approximation qui va être valide pour des objets de grande dimension. Mais quand on arrive aux objets de petite dimension, du coup, il va falloir considérer qu'on n'a pas seulement ça, mais on a une onde. Alors, qu'est-ce que c'est que cette onde qui représente la lumière? Eh bien, en fait, c'est ce qu'on appelle une onde électromagnétique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une onde électromagnétique? Eh bien, une onde électromagnétique, c'est composé d'un champ électrique et d'un champ magnétique. Hop là, hop là, hop là. Et ce champ électrique et ce champ magnétique, ils sont couplés, ils vont dépendre l'un de l'autre. Et en fait, ce qu'on observe, c'est un phénomène d'oscillation, c'est-à-dire qu'au cours du temps, eh bien, les valeurs du champ électrique et donc du coup du champ magnétique, hein, les deux étant liés, eh bien,
ces valeurs du champ électrique et du champ magnétique vont osciller entre des valeurs maximales et des valeurs minimales. Donc en fait, ce qu'on a, si on regarde en un point de l'espace, hein, ce qu'on a, c'est simplement une oscillation du champ électrique qui va passer par une valeur maximale, qui va arriver à 0, et puis qui va se augmenter, mais dans le sens inverse, pour arriver à une valeur minimale, et puis retourner à 0, et voilà. Et on a ce phénomène d'oscillation entre une valeur maximale et une valeur minimale du champ électrique et du champ magnétique qui va faire la même oscillation, les deux étant libres. Donc ça, c'est si on regarde en une période de l'espace, en un point de l'espace, pardon. Et donc, ce phénomène, qui est un phénomène d'oscillation, de vibration, eh bien, il va se faire à une certaine fréquence. C'est-à-dire qu'on va passer par une valeur maximale, puis une valeur minimale, un certain nombre de fois par seconde. Donc, on va exprimer cette fréquence en par seconde. Alors, l'unité qu'on utilise en général, c'est le Hertz. Ou encore, on peut exprimer ça en fonction de la période. Donc, la période, ça serait, pour le champ électrique ou le champ magnétique, ici, eh bien, le temps que met un champ électrique pour passer de cette valeur maximale à une valeur minimale et revenir à sa valeur maximale. C'est ce qu'on va appeler la période de l'oscillation. Alors, en fait, ce qui va se passer, c'est que donc on a ces oscillations du champ électrique et magnétique qui sont créées à un endroit dans l'espace. Eh bien, ces oscillations vont pouvoir se propager dans l'espace à une certaine vitesse. Et donc, on va retrouver ce phénomène qu'on va appeler ondulatoire. Le phénomène ondulatoire, hein, ce n'est rien d'autre que la propagation d'un phénomène oscillatoire en un point de l'espace. Cette oscillation, eh bien, elle va se propager dans tout l'espace. OK, donc si ce phénomène se propage, ben, ça veut dire qu'il va remplir l'espace à une certaine vitesse, et donc on va avoir une vitesse de propagation. Hein. Donc cette onde, cette oscillation, elle se propage ici dans l'espace à une certaine vitesse. Du coup, on va pouvoir définir un autre paramètre pour cette onde, qui est ce qu'on appelle la longueur d'onde. Alors, qu'est-ce que ça va être la longueur d'onde? Ben, du coup, ça va être la distance qu'aura parcouru l'onde au bout d'une période. D'accord? Donc, ici, on a une onde qui se propage dans l'espace. Donc, vous voyez que ici, si on part d'une valeur maximum de E, cette valeur maximum, donc quand l'onde se propage, elle va passer par un minimum, puis elle va passer par 0, puis elle va passer par un minimum, puis réaugmenter jusqu'à 0, puis arriver à sa valeur maximum. Une fois qu'on a eu une oscillation comme ça, donc on a eu une période qui s'est écoulée, pendant ce temps-là, donc l'onde se propage sur une certaine distance. Cette distance, eh bien, c'est justement ce qu'on appelle la longueur d'onde. Hein. Donc, cette longueur d'onde, ben, on peut la calculer comme étant le produit de la vitesse de propagation fois la période. Hein, c'est bien la distance parcourue pendant une période, ça, le produit de la vitesse par la période. Ou encore, on peut exprimer ça en fonction du rapport entre la vitesse et la fréquence d'oscillation de l'onde. Cette longueur d'onde, donc du coup, eh bien, on va l'exprimer sous forme d'une longueur, donc en général en mètres, ou en un multiple des mètres, hein, des centimètres ou des millimètres, voire des micromètres, ou encore des nanomètres, ou si c'est plus grand, eh bien, des kilomètres. OK. Une particularité de ces ondes électromagnétiques, donc de ces oscillations de champs électriques et magnétiques, une particularité est que, eh bien, ces ondes, enfin, oui, ces phénomènes vibratoires qui vont se transmettre dans l'espace, eh bien, ils peuvent se transmettre même si l'espace est vide. Vous savez que ce n'est pas le cas, enfin, en fait, c'est le cas de seulement les ondes électromagnétiques. Toutes les autres ondes qui se propagent, prenez par exemple le son, d'accord? Le son, c'est aussi la propagation
d'un phénomène ondulatoire dans l'air. C'est-à-dire que vous avez les couches d'air qui vont bouger les unes par rapport aux autres, se comprimer, se dilater, et c'est ce phénomène de compression et de dilatation qui va transmettre le son dans l'air. Mais pour transmettre du son, ben comme c'est une vibration des couches d'air, forcément, il faut de l'air. Si vous êtes dans le vide, eh bien, vous ne pouvez rien comprimer. Et donc, vous ne pouvez pas transmettre un signal sonore dans le vide. Eh bien, pour les ondes électromagnétiques, ce n'est pas le cas. Les ondes électromagnétiques, c'est ce qu'on appelle un phénomène auto-entretenu, et du coup, elles vont aussi pouvoir se propager dans le vide. Alors, en fait, même c'est dans le vide qu'elles vont se propager à leur vitesse maximum. Simplement parce que dans le vide, elles n'ont d'interaction avec rien d'autre. Et donc, comme elles sont sans interaction avec autre chose, eh bien, elles vont pouvoir aller à leur vitesse maximum. Cette vitesse maximum, donc c'est ce qu'on appelle la vitesse de la lumière, finalement. Je vous donne sa valeur ici, 2,998 10 puissance 8 mètres par seconde, c'est-à-dire à peu près 3 10 puissance 8 mètres par seconde, 300 millions de mètres par seconde. Le phénomène donc d'oscillation du champ électrique va se propager dans le vide à cette vitesse faramineuse de 300 millions de mètres par seconde ou 300 000 km par seconde. C'est en fait le phénomène physique le plus rapide que l'on connaisse. C'est même une limite en physique. On ne peut pas avoir de phénomène qui se propage plus rapidement que cette vitesse de la lumière. On ne peut pas avoir d'information qui se propage plus rapidement que cette vitesse de la lumière. C'est une limite. Du coup, à partir de là, donc, on va pouvoir éventuellement calculer quelle est la longueur d'onde d'un phénomène électromagnétique qui aurait une certaine fréquence ou une certaine période, simplement en multipliant justement cette fréquence ou cette période par la vitesse de la lumière. On va trouver quelle est la longueur d'onde de ce phénomène lumineux. En général, on va toujours se référer à cette longueur d'onde dans le vide quand on va parler d'un rayonnement particulier. D'accord ? Quand on va parler du rayonnement visible ou quand on va parler d'un rayonnement radio, eh bien, on va la plupart du temps se référer à sa valeur dans le vide. OK. Mais par contre, il faut savoir que ce rayonnement, il va se propager différemment si on n'est pas dans le vide. Il va y avoir une vitesse de propagation qui éventuellement va pouvoir varier. OK, donc finalement, on vient de voir donc deux choses. D'abord, si les objets sont suffisamment grands. Alors là, pour le coup, on va commencer à pouvoir mettre des tailles là-dessus. Suffisamment grand devant quoi? Suffisamment grand par rapport à quoi? Eh bien justement, suffisamment grand par rapport à cette longueur d'onde dont on vient de parler. Si on a des objets qui sont suffisamment grands devant la longueur d'onde, eh bien à ce moment-là, la lumière va faire comme si elle ne voyait pas ces objets, ou plutôt, quand elle rencontre l'objet, soit elle est arrêtée par l'objet, soit elle va pouvoir passer en ligne droite sans interagir avec l'objet. D'accord? Donc en fait, la lumière n'interagit pas avec les objets macroscopiques dans le sens où ces objets macroscopiques ont une taille pour la lumière visible qui est grande devant la longueur d'onde de la lumière visible. Je vais revenir sur les différentes longueurs d'onde dans les différents domaines de longueur d'onde. Mais néanmoins, vous voyez que maintenant, on arrive donc à définir ce domaine de l'optique géométrique, dont on va parler par la suite. Ce domaine, il n'est applicable, ce modèle finalement de la lumière, où la lumière a un trajet rectiligne, eh bien, il n'est applicable que pour des objets dont la taille est grande devant la longueur d'onde de la lumière. OK, ça va être tout l'objet de ce cours. Ça va nous permettre de décrire tout un tas de choses, tout un tas de domaines, d'objets macroscopiques
Donc, c'est tout le domaine de l'optique géométrique qui permet d'étudier eh bien, tout ce qui est lunettes, jumelles, microscopes, appareils photographiques, etc., etc., etc. Donc ça, c'est tout ce qu'on va voir pendant la majeure partie de ce cours, pendant au moins les 3 séances qui viennent. Et puis ensuite, donc, je vous ai parlé aussi donc, finalement de ce domaine assez particulier qui est le domaine de l'optique ondulatoire, c'est-à-dire où on doit considérer que la lumière est une onde, où on doit considérer cette structure ondulatoire de la lumière. Ce domaine-là, donc il a aussi plein d'applications, mais on ne le verra pas parce que c'est un domaine en soi. Vous le verrez l'année prochaine, notamment à travers l'étude des phénomènes d'interférence et de diffraction. C'est un domaine qui est très important puisque c'est lui qui permet notamment de comprendre et de construire des instruments qui permettent de faire, par exemple, ce qu'on appelle de la spectroscopie. Donc ça va arriver quand, eh bien justement, quand les objets vont être à peu près de la taille, du même ordre de grandeur que la longueur d'onde. Ok, donc typiquement, la lumière visible, les longueurs d'onde qui correspondent, je vais y revenir juste après, les longueurs d'onde qui correspondent à la lumière visible, eh bien, c'est des longueurs d'onde qui sont de l'ordre du dixième de micromètre, ou de plusieurs centaines de nanomètres. Alors, typiquement, 0,5 micromètre. Ok, donc du coup, si on a un objet qui fait une taille qui va être, on va dire, 10 ou 100 fois cette taille-là, c'est-à-dire de l'ordre du micromètre ou de 50 micromètres peut-être, 100 micromètres, 0,1 mm, eh bien à ce moment-là, on va voir apparaître ce phénomène d'interférence. C'est ce qui se passait dans le rideau de tout à l'heure. Dans le rideau de tout à l'heure, on avait certainement, à cause du tressage du rideau, des trous à l'intérieur du rideau qui font de l'ordre du dixième de millimètre. Eh bien, ces trous-là vont laisser passer la lumière, mais il va y avoir des interactions particulières qui vont faire que, eh bien, on va devoir considérer que la lumière est une onde. OK, donc ça, vous verrez ça l'année prochaine. Et puis ensuite, quand on va aller à des domaines d'objets encore plus petits, c'est-à-dire quand on va approcher du domaine eh bien, des constituants même de la matière, c'est-à-dire les molécules, les atomes, eh bien, à ce moment-là, il va falloir encore faire une description différente de la lumière. Et cette description, eh bien, ça va être le domaine de ce qu'on appelle la physique quantique, c'est-à-dire qu'on va devoir considérer que la lumière se comporte comme un grain d'énergie. En fait, à chaque longueur d'onde de la lumière, eh bien, on va associer une énergie de manière à pouvoir considérer que, eh bien, la lumière est une espèce de corpuscule qu'on va appeler le photon, qui va transporter une énergie qui est égale à h, qui est une constante, fois la fréquence de l'onde électromagnétique. Ou encore à h fois c, la vitesse de la lumière, divisé par la longueur d'onde. Et on va avoir besoin de ça, notamment pour expliquer la structure des atomes et la manière dont les atomes vont pouvoir absorber ou réémettre justement ces corpuscules que sont les photons. Ok, ça, ce sera l'objet du dernier cours, ou en tout cas une partie du dernier cours, pour essayer de comprendre justement comment ça se passe quand on va étudier des phénomènes à très petite échelle. Et puis, ça conduit notamment à des développements importants qui sont le développement des lasers. Donc, on essaiera de comprendre comment, à partir de ce modèle-là, on peut effectivement décrire le comportement laser de la matière. Ok, alors je vais continuer un petit peu sur ce spectre électromagnétique. On parle beaucoup de longueur d'onde, là. Enfin, je vous parle beaucoup de ces longueurs d'onde. Alors, quand on parle de spectre électromagnétique, ça veut dire que donc on a ces ondes électromagnétiques qui sont des champs électriques et magnétiques qui oscillent dans le temps.
et puis qui vont se propager dans l'espace, ces oscillations. OK, si on considère qu'on a une seule vitesse de propagation et qu'on a une seule fréquence d'oscillation, eh bien, à ce moment-là, on va trouver une seule longueur d'onde. C'est ce qu'on appelle une onde monochromatique. Donc, monochromatique, ça veut dire une seule, mono. Chromatique, c'est pour couleur. Autrement dit, ça veut dire que notre lumière a une seule couleur. Une seule couleur, ça veut dire une seule fréquence ou une seule longueur d'onde. Alors, vous avez une image ici qui vous représente où est-ce que, dans quel cas on peut trouver ça. C'est le phénomène laser. Donc, effectivement, le phénomène laser va faire intervenir une seule couleur. Vous voyez ici, on va avoir des lasers rouges, des lasers oranges, des lasers verts, bleus. Voilà, on peut avoir des lasers de tout un tas de couleurs, mais à chaque fois, on a une seule couleur. Alors, en fait, dans la lumière naturelle, les lasers, ce n'est pas une lumière naturelle, même s'il existe des lasers naturels, des formes de lasers naturels. C'est assez particulier comme phénomène. On va dire que naturellement, la lumière, elle est plutôt polychromatique. Quand vous avez une source lumineuse, que ce soit une étoile, que ce soit le soleil, que ce soit une lampe même que vous avez pour vous éclairer, eh bien, c'est une source de lumière polychromatique, c'est-à-dire que c'est une superposition de tout un tas de continuums d'ondes monochromatiques, de lumière monochromatique. Alors, ce n'est pas forcément évident ça, puisque quand vous regardez le soleil, par exemple, ce que vous voyez, c'est qu'il y a une seule couleur. On le dessine d'ailleurs en général en jaune. Quand on regarde le soleil, on a plutôt l'impression qu'il est jaune, quoi. Il n'y a pas plusieurs couleurs à l'intérieur. Et pourtant, vous connaissez aussi le phénomène d'arc-en-ciel. Et ce phénomène d'arc-en-ciel, eh bien, il provient justement de la lumière du soleil. C'est en fait une décomposition dans les différentes couleurs qui sont déjà contenues dans la lumière du soleil. En fait, la couleur majoritaire d'un corps, quand on le chauffe, va dépendre de sa température. Typiquement, le soleil est un corps qui est chauffé à peu près 5000 degrés, c'est plutôt 6000 d'ailleurs, 5800 degrés. Et donc, quand vous chauffez un corps à une telle température, eh bien, sa couleur va être jaune. Mais néanmoins, ce corps, chauffé à cette température-là, il ne va pas émettre que du jaune. Il va émettre majoritairement du jaune, mais il va aussi émettre du rouge, du vert, du bleu, mais avec des intensités qui sont beaucoup plus petites. Et donc, vous allez le voir majoritairement jaune, mais en fait, toutes les couleurs sont à l'intérieur. En fait, toutes les longueurs d'onde de tout le spectre électromagnétique sont émises par le Soleil. Simplement, il émet majoritairement dans le jaune et puis beaucoup moins dans les autres couleurs. Si vous imaginez par exemple une autre étoile que le Soleil, que vous chauffez cette fois-ci à 10 000 degrés, eh bien à ce moment-là, sa couleur va se décaler vers le bleu. Autrement dit, si vous regardez dans le ciel, de temps en temps, vous pouvez voir des étoiles qui paraissent plus bleues, plutôt bleutées. Ce n'est pas un bleu franc, quoi, mais on les voit plutôt bleutées. Eh bien, ces étoiles-là ont des températures qui sont beaucoup plus élevées que le Soleil. Inversement, vous avez certaines étoiles qui ont des températures plus basses que le Soleil, qui peuvent être de 2500 ou 3000 degrés. Eh bien, à ce moment-là, ces étoiles, vous allez les voir avec une couleur qui est plutôt rouge. Donc, en fait, il y a une relation qui existe entre la couleur, principalement émise par un corps chauffé, et, eh bien, justement, sa température. Alors, vous voyez qu'ici, donc, on a le domaine du visible qui va du jaune, où le jaune est au centre, qui va donc plutôt du rouge au bleu ou au violet.
ce domaine du visible, en fait, on appelle ça le visible. Pourquoi? Ben, parce que c'est le domaine dans lequel nos yeux sont sensibles. En fait, nos yeux se sont adaptés à justement ces maximums de lumière reçus par le soleil. Peut-être que si notre soleil il avait été une étoile beaucoup plus chaude, eh bien à ce moment-là, il aurait émis vers le violet et nos yeux auraient un domaine visible qui serait décalé vers le violet. Et on verrait peut-être du violet, de l'ultraviolet, qui est une couleur qu'on ne voit pas, hein, qui est au-delà du violet, mais que par contre, eh bien, on verrait très peu de jaune ou de rouge. Donc on aurait un soleil qui serait plutôt bleu, quoi. Ou inversement, si on avait un soleil qui était plutôt plus froid que le soleil, eh bien à ce moment-là, on verrait notre soleil plutôt rouge, avec très peu de bleu, peut-être du jaune, un peu de vert, mais aussi de l'infrarouge. Hein, quand on va au-delà du rouge, c'est ce qu'on appelle l'infrarouge. Nous, on ne le voit pas avec nos yeux, mais néanmoins, on a ces longueurs d'onde qui existent dans le spectre de certaines étoiles. Alors en fait, il y a même des animaux qui sont capables de voir, qui ont des yeux différents de nous, avec des surfaces photosensibles qui ont des caractéristiques différentes, et qui sont capables, eh bien, par exemple, de voir l'infrarouge. En fait, l'infrarouge, vous savez peut-être même que on a construit des systèmes qui sont notamment ce qu'on appelle les lunettes infrarouges, qui permettent, bon, alors c'est plutôt dans l'armée qu'on utilise ça, ou dans les commandos d'intervention, c'est des lunettes qui permettent de voir justement ce rayonnement infrarouge. Alors, monsieur, la couleur du ciel est due à quoi? Alors, effectivement, quand vous regardez le ciel, là, sur les photos notamment, vous voyez que le ciel, il est bleu. Alors, pourquoi ce ciel est bleu? Eh bien, c'est parce que dans le ciel, il est composé en fait de quoi? Bah, de l'atmosphère. Donc de toutes ces molécules qui sont à l'intérieur de l'atmosphère. Et quand la lumière arrive sur ces molécules qui sont dans l'atmosphère, eh bien, la lumière interagit avec ces molécules. Donc vous voyez que là, on est sur un processus qui est à petite échelle. Donc il faut considérer que la lumière est une onde. Donc la lumière arrive avec ce champ oscillant électrique sur ces molécules, et du coup, elle met en mouvement les charges qui sont à l'intérieur des molécules. Elles font donc osciller ces charges, et quand vous avez une charge comme ça qui oscille, eh bien, elle va elle-même émettre du rayonnement électromagnétique, c'est-à-dire de la lumière, mais elle va l'émettre dans toutes les directions. Et puis, cette capacité à exciter, si vous voulez, ces vibrations dans les molécules, eh bien, c'est dépendant de la longueur d'onde. En fait, c'est plus facile d'exciter une molécule avec du rayonnement bleu qu'avec du rayonnement rouge. Et donc, du coup, quand la molécule rayonne, une fois qu'elle a été excitée par les rayons du soleil, eh bien, elle rayonne plus facilement dans le bleu que dans le rouge. Et donc, on va voir le ciel plutôt bleu que rouge. C'est un phénomène qu'on appelle le phénomène de diffusion, plus exactement de diffusion Rayleigh, voilà, qui est un phénomène qui est dépendant de la longueur d'onde, et c'est inversement proportionnel à la longueur d'onde, et ça varie même très rapidement par rapport à la longueur d'onde, puisque c'est comme la puissance quatrième de l'inverse de la longueur d'onde. Donc il y a une interaction entre la lumière du soleil et les molécules et les particules de l'atmosphère. Tout à fait, tout à fait. Justement, ces particules de l'atmosphère absorbent de la lumière du soleil et la réémettent, mais quasiment de manière instantanée. Donc on dit qu'elles diffusent en fait, parce qu'elles réémettent dans toutes les directions, alors que le soleil, lui, il éclaire que dans une direction. Donc ça a tendance à atténuer finalement le rayonnement. Et c'est plus efficace dans le bleu que dans le rouge. Mais quand on voit du bleu, c'est pas que la molécule absorbe pas dans le bleu. Alors, attention, ici, je ne vous parle pas d'un phénomène d'absorption. Je vous parle d'un phénomène de diffusion. Donc, ce n'est pas que le rayonnement disparaît, en fait. C'est que le rayonnement, il est préférentiellement réémis dans le bleu. OK. Alors,
mais dans ces cas-là, pourquoi, lorsqu'on a un arc-en-ciel, on n'a pas que du bleu? Ah, alors parce que le phénomène d'arc-en-ciel, c'est différent. Le phénomène d'arc-en-ciel, c'est l'interaction, on va y revenir, hein, j'y reviendrai par la suite, mais c'est la lumière du soleil qui va pénétrer dans une goutte d'eau et qui va ensuite ressortir de la goutte d'eau. Et donc, le rayonnement, en fait, qui arrive, il va être dévié à l'interface entre l'air et l'eau. Et lors de cette déviation, eh bien, cette déviation, elle dépend de la couleur. Et donc, elle sépare toutes les couleurs. Donc, c'est ça qui va créer, en fait, à la sortie de la goutte d'eau, une séparation entre les différentes couleurs. OK? Mais, OK. Alors, encore un petit mot sur ce spectre électromagnétique, hein. Donc, vous avez vu, donc on va caractériser les radiations avec leur longueur d'onde et leur fréquence. Alors, attention à ce que donc la longueur d'onde, hein, c'est effectivement la longueur parcourue par l'onde pendant une période, hein. Donc, c'est ce que je vous avais dit, hein. C'est égal au produit de la vitesse de propagation par la période. La vitesse de propagation dans le vide, c'est la vitesse de la lumière. Alors, on la connaît très précisément, hein, cette vitesse-là. C'est 299 792 458 mètres par seconde. Vous n'êtes pas obligé de retenir ça. Retenez que c'est à peu près 3 10 puissance 8 mètres par seconde ou 300 000 kilomètres par seconde. Et donc, on va pouvoir utiliser cette valeur-là comme référence pour ensuite pouvoir parler de longueur d'onde. C'est-à-dire qu'on va faire la correspondance entre une fréquence qui est en fait la fréquence d'oscillation vraiment des champs électriques et magnétiques avec une longueur d'onde qui, elle, normalement, dépend du milieu dans lequel on le regarde. Mais en général, on va toujours se référencer à la longueur d'onde dans le vide. Alors, je vous ai mis ici un petit graphique qui décrit justement eh bien, tous ces rayonnements électromagnétiques. Donc, je vais passer quelques minutes à vous parler de ça. On peut parler ici, donc, vous avez en haut la fréquence, hein, en Hertz, et puis en bas la longueur d'onde en mètres. Alors, le domaine visible, qui est le domaine dans lequel eh bien, nos yeux sont sensibles, vous voyez que c'est à des fréquences qui sont de l'ordre de 10 puissance 15 Hertz. D'accord? C'est-à-dire que 10 puissance 15 fois par seconde, les champs électriques et magnétiques oscillent autour de leur valeur extrême. Compte tenu de la valeur ici de la vitesse de la lumière, eh bien, on peut associer ça à une longueur d'onde. Et donc, cette longueur d'onde ici, vous voyez que ça va être inférieur au micromètre, supérieur à la centaine de nanomètres. En fait, ici, on va être dans le domaine visible entre 400 et 800 nanomètres de longueur d'onde, c'est-à-dire entre 0,4 et 0,8 micromètres. Hein. Donc 0,4, 0,8 micromètres, ça correspond à des fréquences qui sont de l'ordre de 10 puissance 15 Hertz. Alors vous voyez que la période ici, ça serait 10-15 secondes. OK. Si maintenant on a des fréquences qui sont plus faibles, d'accord, des fréquences qui sont plus petites, quand l'oscillation devient moins rapide, si vous voulez, du champ électrique et magnétique, eh bien, on va aller vers des domaines qui sont les domaines de l'infrarouge, par exemple. OK, dans ce domaine de l'infrarouge, hein, c'est là où vous, moi et les corps qui nous entourent vont pouvoir émettre. Hein. Quand on est à une température qui est à peu près de la température ambiante, eh bien, on va émettre à des fréquences qui sont de l'ordre de 10 puissance 14, 10 puissance 13 Hertz. Ça va correspondre à des longueurs d'onde qui sont de l'ordre de la dizaine de micromètres. Et donc ça va constituer le domaine de l'infrarouge. Et puis si la fréquence diminue encore, vous voyez que la longueur d'onde, ben, elle, pour le coup, augmente. Hein, ça varie comme l'inverse.
Et on va arriver à la région qui est la région des micro-ondes. Donc la région des micro-ondes, c'est ce que vous avez dans vos fours micro-ondes. C'est une région dans laquelle les fréquences d'oscillation sont de l'ordre de 10 puissance 10 Hz. Ça va correspondre à des longueurs d'onde, ici, qui sont de l'ordre du centimètre. Et puis, si on continue encore à diminuer cette fréquence, on va arriver à des fréquences qui vont être de l'ordre de 10 puissance 8 à 10 puissance 6 Hz. Donc ici, on est dans le domaine des mégahertz, jusqu'à la centaine de mégahertz. Oui, vous savez bien que quand vous écoutez la radio, vous parlez d'une radio qui est à 100.3 FM, par exemple, c'est 100.3 mégahertz. Donc 10 puissance 8 Hz. À quelle longueur d'onde ça correspond? Ça va correspondre à quelque chose qui a des longueurs d'onde de l'ordre du mètre. Les ondes radio que vous recevez pour écouter la FM, ça a des longueurs d'onde qui sont de l'ordre du mètre. Autrement dit, en une période, elle va parcourir 1 mètre. Ok, si on peut continuer, diminuer encore la fréquence, et ensuite on va arriver vers les ondes radio qui sont les ondes longues, alors, qui ne sont plus beaucoup utilisées aujourd'hui, qui ont été longtemps utilisées dans les télécommunications pour communiquer d'un bout à l'autre de la planète. Aujourd'hui, on va plutôt utiliser de la fibre optique pour communiquer. Et donc ici, on va arriver avec des ondes qui ont des longueurs d'onde qui commencent à être beaucoup plus grandes. Ça va être de l'ordre du kilomètre, voire la dizaine ou la centaine de kilomètres. En fait, il n'y a pas de limite ici. On peut aller jusqu'à des fréquences qui sont toutes petites, avec des longueurs d'onde qui sont très, très grandes. On peut aussi aller voir de l'autre côté du spectre. Et donc, quand on passe au-delà du violet, vers des fréquences qui sont plus grandes que le violet, on va aller vers le domaine qu'on appelle l'ultraviolet. Donc là, on va avoir des longueurs d'onde qui sont plus courtes, des longueurs d'onde qui vont être de l'ordre de la dizaine, centaine de nanomètres. Donc on est ici dans le domaine de l'ultraviolet. Ça, ce n'est pas du rayonnement qu'on a sur Terre de manière naturelle. Ce rayonnement-là, dans le domaine de l'ultraviolet, et tout ce qui est en dessous, est coupé par l'atmosphère. Il va être absorbé, notamment par la couche d'ozone. Si on va vers des fréquences encore plus grandes, on va arriver au domaine des rayons X. Donc ici, vous voyez qu'on est à des tailles qui sont, avec des longueurs d'onde, qui sont de l'ordre de 10-10 mètres, 0,1 nanomètre. En fait, ici, on est à des tailles qui sont caractéristiques des tailles qu'on a au niveau atomique. La taille typique d'un atome d'hydrogène, c'est 0,5 nanomètres. 0,5 angstrom, 0,05 nanomètres. Et donc, ça va correspondre, en termes de longueur d'onde, à des rayons X. Et puis ensuite, quand on va avec des fréquences encore plus grandes, jusqu'à des fréquences de 10-22, 10-24 Hertz, là, on est à des longueurs d'onde qui vont devenir très, très petites, des femtomètres, et on est dans le domaine des rayons gamma, domaine de très haute énergie. Plus vous allez vers le domaine de l'ultraviolet, des rayons X, des rayons gamma, plus l'énergie des ondes va être importante, plus l'énergie des particules associées à ces ondes va être importante. Inversement, plus vous allez vers le domaine des courtes fréquences ou des grandes longueurs d'onde, moins l'énergie transportée par ces ondes est importante. D'accord ? C'est pour ça aussi que les rayonnements qui sont des rayonnements de haute énergie, ultraviolets, rayons X, gamma, sont dangereux pour nous parce qu'ils nous transmettent beaucoup d'énergie. Inversement, les rayonnements qui sont de l'autre côté, du côté infrarouge, micro-ondes, etc., en eux-mêmes transmettent peu d'énergie. Alors par contre, attention, ils peuvent avoir des densités d'énergie qui peuvent être très importantes aussi. Si vous regardez dans les micro-ondes, par exemple, les micro-ondes, ça transmet de l'énergie qui est qui a une faible valeur intrinsèque, mais qui est très concentrée, et du coup, qui va pouvoir venir, éventuellement, par exemple, chauffer les aliments.
la vitesse de toutes ces ondes dans un même milieu est la même, effectivement. Hein. Si vous êtes dans le vide, cette vitesse, c'est la vitesse de la lumière. C'est 3 × 10⁸ mètres par seconde. D'accord? Elles se propagent toutes à la même vitesse, indépendamment de leur fréquence dans un même milieu. Après, si vous changez de milieu, là, par contre, vous pouvez avoir des différences. OK? Si vous êtes dans un milieu différent que le vide, eh bien, à ce moment-là, éventuellement, effectivement, vous allez avoir des variations de transmission, enfin, ou plutôt de propagation, de vitesse de propagation en fonction de la longueur d'onde. C'est d'ailleurs ça qui explique le phénomène d'arc-en-ciel. J'y reviendrai. OK. Donc, le point important quand même, hein, c'est de bien... J'arrive au bout là, de cette introduction quelque part. C'est de bien voir dans quel domaine on va pouvoir appliquer l'optique géométrique. C'est vraiment quand la dimension de l'objet que l'on regarde est grande devant la longueur d'onde. D'accord? C'est vraiment le critère. Et donc, vous voyez que du coup, eh bien, ça va dépendre, enfin plutôt le domaine d'application de ce modèle d'optique géométrique va dépendre du domaine de longueur d'onde. Ben oui, parce que ça ne va pas être pareil si vous avez une onde comme les ondes radio qui ont des longueurs d'onde qui sont de l'ordre du mètre. Ben, quand ces ondes radio elles rencontrent des objets qui sont de l'ordre du mètre, eh bien éventuellement, on va voir apparaître des phénomènes d'interférence. Hein. Vous avez déjà entendu parler de ça, des interférences, effectivement, qu'on peut avoir sur les ondes radio. Eh bien ça se fait avec des objets qui ont la taille caractéristique des ondes radio. Par contre, si vous voulez voir le phénomène d'interférence, c'est-à-dire quand est-ce qu'on va sortir du domaine de l'optique géométrique pour du rayonnement qui est du rayonnement visible, ben, comme le rayonnement visible, c'est plutôt de l'ordre du micromètre, si vous avez des objets qui sont plutôt de l'ordre du centimètre ou du mètre, eh bien, vous n'allez pas en tenir compte, vous n'avez pas besoin de tenir compte des interférences. Il n'y a que si vous commencez à étudier des objets qui vont être de la taille du micromètre ou du dixième de micromètre qu'à ce moment-là vont apparaître des phénomènes d'interférence. OK? Donc, voilà, si on travaille avec de la lumière visible et qu'on est avec des objets macroscopiques qui ont la taille du mètre, du centimètre, voire du millimètre, eh bien, à ce moment-là, on n'a pas à tenir compte du phénomène d'interférence et on peut complètement travailler avec le domaine de l'optique géométrique. OK. Alors, bah, du coup, on va pouvoir commencer à définir des paramètres particuliers que l'on va employer justement dans ce domaine de l'optique géométrique. Alors, le premier paramètre, eh bien, il est lié à justement cette vitesse de propagation dans un milieu. Hein. Si vous avez un milieu transparent, c'est-à-dire un milieu qui n'absorbe pas la lumière, eh bien, la vitesse de propagation de l'onde dans ce milieu va toujours être inférieure à la vitesse de la lumière. D'accord? La vitesse de la lumière, ce qu'on appelle C, la vitesse de la lumière, qui est de 3 × 10⁸ mètres par seconde, c'est la vitesse maximale à laquelle peut se propager l'onde, et ça, ce n'est que dans le vide. D'accord? Si on est dans un autre milieu, eh bien à ce moment-là, la propagation de l'onde va être plus difficile, on pourrait dire, où elle va ralentir, si vous voulez, et eh bien, du coup, on va avoir une vitesse de propagation qui va être inférieure à la vitesse de la lumière. Du coup, on va éventuellement pouvoir caractériser un milieu par, eh bien, justement, sa capacité à réduire la vitesse de propagation de l'onde. Et donc, du coup, on va définir un paramètre qui est ce qu'on appelle l'indice du milieu, qui va être caractéristique d'un milieu donné, et ça va être le rapport entre la vitesse de la lumière, C, dans le vide, sur eh bien, la vitesse de propagation de la lumière dans le milieu en question. Donc, on note N, cet indice, et il est égal donc au rapport C sur V. Alors, bon, on aurait pu prendre l'inverse, hein, on aurait pu prendre V sur C, on prend C sur V pour des raisons historiques.
peu importe. On a ici une caractéristique du milieu. D'accord? Un milieu va pouvoir être caractérisé par ce nombre, n. C'est-à-dire, plutôt que de caractériser le milieu par sa vitesse de propagation de l'onde dans le milieu, eh bien, on va le caractériser par rapport à un rapport entre la vitesse de propagation dans le vide et la vitesse de propagation dans le milieu. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, donc forcément, dans le vide, c'est là où on se propage le plus rapidement, enfin où l'onde électromagnétique peut se propager le plus rapidement. Donc forcément, quand on est dans un autre milieu, on va se propager moins rapidement. Autrement dit, la vitesse V de propagation dans un milieu, elle sera toujours inférieure à la vitesse dans le vide. Ou autrement dit, l'indice, qui est donc le rapport C sur V, eh bien, il sera toujours supérieur à 1. On ne pourra pas avoir un indice inférieur à 1. En tout cas, dans tous les phénomènes que nous, on va étudier. OK, alors quelques exemples de ces indices, justement. Alors, dans le vide, donc, bien sûr, c'est 1, hein, par définition. Donc, on est à 100% de la vitesse de propagation par rapport à la vitesse de la lumière. Qu'est-ce qu'il en est dans l'air? Dans l'air, vous voyez, on a un indice. Alors, attention, ici, ce sont donc des indices moyens. Hein. Donc, on a un indice ici dans l'air qui est de 1,00029. Ça veut dire que vous voyez qu'on est à 99,97% de la vitesse de propagation de la lumière. Alors, vous voyez que ce n'est pas exactement la vitesse dans le vide, mais ce n'est pas très loin quand même. Hein. Donc, en fait, donc à 3 pour 10 000, c'est quasiment la même chose. Donc, en fait, ici, quand on est dans l'air, eh bien, en général, on va toujours prendre un indice qui est égal à 1. Mais bon, vous pouvez garder en tête que l'indice peut varier en fonction de si vous êtes dans le vide ou dans l'air. C'est-à-dire, typiquement, si vous mesurez le rayonnement électromagnétique qui vient du Soleil à partir d'un satellite en orbite, c'est-à-dire en dehors de l'atmosphère terrestre, vous allez mesurer certaines longueurs d'onde d'émission de ce spectre. Et puis, si vous êtes sur Terre, eh bien, à ce moment-là, vous allez mesurer d'autres longueurs d'onde. Ça va être un peu décalé. Simplement dû au fait que, eh bien, justement, on a cette dépendance de l'indice à cause de la présence des molécules. OK. Alors, vous voyez qu'ici, donc, l'air, c'est un milieu gazeux, hein, très peu dense, et donc on a un indice qui est quand même très proche de l'indice dans le vide. Si par contre, on a un milieu qui est plus dense, par exemple un milieu liquide, comme de l'eau, eh bien, à ce moment-là, l'indice va augmenter. Ça va être plus dur, plus difficile pour la lumière de se propager dans un milieu plus dense, comme l'eau, que dans le vide ou dans l'air. Et donc, du coup, vous voyez, par exemple, dans l'eau, on va avoir un indice moyen qui est de 1,33. Autrement dit, ça veut dire que eh bien, le phénomène d'onde électromagnétique va se propager à une vitesse qui est 75% de la vitesse dans le vide. Est-ce que c'est théoriquement possible de créer un milieu qui accélère la vitesse de propagation? Alors, ça dépend. Si vous êtes dans un milieu dont la vitesse de propagation est plus faible que celle dans le vide, oui, c'est possible. Typiquement, il suffit que vous diminuiez la densité de ce milieu pour accélérer la vitesse de propagation. Mais par contre, si vous êtes dans le vide, eh bien, il n'existe pas de moyen de pouvoir accélérer la vitesse de propagation. C'est la vitesse maximum. D'accord? Donc, oui, on peut avoir une variation de la vitesse de propagation dans un sens ou dans l'autre, simplement à traverser des milieux différents. OK, si on prend un milieu qui est encore plus dense, donc un milieu solide, comme le verre,
Eh bien, à ce moment-là, vous voyez que l'indice va augmenter encore. Ici, dans le vert, on va avoir un indice qui va aller de 1,5 à 1,7, selon la nature du vert, en fait. Donc, c'est un indice qui est supérieur à celui de l'eau, donc avec une vitesse de propagation qui est inférieure. Okay. Et puis, il y a même des milieux où cette vitesse de propagation, elle peut réellement atteindre des vitesses, on va dire, relativement très faibles. C'est par exemple des structures comme le diamant, qui sont des structures très denses. Vous savez que le diamant, c'est formé de carbone pur, qui est comprimé à très haute pression et qui va créer des structures cristallines particulières. Et donc, quand l'onde électromagnétique va essayer de se propager à l'intérieur de ces structures cristallines, eh bien, elle va avoir beaucoup de mal. Et donc, on va avoir un indice qui va être très élevé. On peut avoir ici des indices jusqu'à 2,4. Vous voyez, ça veut dire une vitesse de propagation qui est de 40% de la vitesse de propagation dans le vide. Okay. Donc, vous voyez, ça veut dire que on peut avoir comme ça, quand on passe d'un milieu à un autre, un changement de vitesse de propagation. Et typiquement, si vous passez par exemple de l'air à l'eau, eh bien, vous allez passer d'un indice qui est égal à 1, donc une certaine vitesse, qui est quasiment la vitesse dans le vide, jusqu'à un indice qui est d'un 1, enfin, à un indice qui est de 1,3, et donc d'un coup, votre vitesse de propagation va changer. Donc, il va se passer quelque chose au niveau du faisceau lumineux. C'est ça, toute la description de l'optique géométrique est à la base de ça, de ce changement d'indice, c'est-à-dire ce changement de vitesse de propagation entre différents milieux. Ok, donc vous l'aurez compris, l'autre paramètre important, hein, eh bien, c'est justement le changement de milieu, quand on va changer d'indice. C'est ça qui va nous intéresser. Si on est dans quelque chose où on est toujours dans le même indice, il ne va rien se passer, la lumière, elle va tout droit, simplement. Et par contre, quand vous changez d'indice, eh bien là, il va se passer quelque chose. Donc, on va définir justement ce changement d'indice comme étant ce qu'on appelle un dioptre. Donc, un dioptre, c'est en fait un ensemble de deux milieux qui ont deux indices différents. Donc, par exemple, ici, un milieu d'indice N1, le milieu 1, et puis on a un autre milieu d'indice N2, le milieu 2, et puis on va passer de l'un à l'autre. Donc, entre les deux, on a une certaine interface. Donc, l'ensemble de tout ça, c'est-à-dire des deux milieux et de l'interface, eh bien, c'est ce qu'on va appeler le dioptre. OK, alors, on va dénommer le dioptre à partir de la géométrie de l'interface. OK, on peut avoir alors, les géométries les plus communes, hein, c'est par exemple ici, la géométrie plane. Hein, la géométrie plane, c'est ce que vous avez, par exemple, pour un miroir. D'accord? Vous passez de l'air au verre, ou une fenêtre, enfin, d'accord? Vous passez de l'air au verre avec une paroi plane, eh bien, vous avez un dioptre plan. Ou bien à la surface de l'eau. Hein, si vous passez de l'air à l'eau, eh bien, vous avez un dioptre plan traversé vous passez d'un milieu N1 qui est l'air à un milieu N2 qui est l'eau. Alors, il y a d'autres dioptres qu'on va rencontrer souvent, ce sont les dioptres sphériques. Notamment, vous verrez ça dans les lentilles, par exemple. Vous l'avez déjà vu en TP. Hein, les lentilles sont des dioptres sphériques, c'est-à-dire qu'on passe d'un milieu 1 qui est l'air à un milieu 2 qui est le verre à travers une surface qui est une surface sphérique. Ok, ça c'est les deux principaux que vous rencontrerez, mais bon, il faut savoir qu'il en existe d'autres. Hein. On peut avoir des dioptres ellipsoïdaux, donc dont la forme est une ellipsoïde, ou encore des dioptres paraboloïdes. Ah, j'ai mis parabolique, c'est plutôt paraboloïde, c'est-à-dire dont la forme est une parabole. OK? Donc, on est capable voilà, d'avoir éventuellement des systèmes optiques, enfin, ou plutôt des interfaces entre différents milieux qui peuvent avoir des formes différentes.
OK. Alors, qu'est-ce qui va se passer à cette interface? Donc ça a été étudié il y a déjà un certain temps, hein, c'est des études qui datent du XVIIe. Donc on va voir ce qu'on appelle les lois de Snell-Descartes, qui sont les lois justement qui décrivent ce qui va se passer à l'interface entre deux milieux. Alors ces lois de Snell-Descartes, en fait, elles découlent d'un seul principe, qui est ce qu'on appelle le principe de Fermat. Donc Fermat, qui était un chercheur du XVIIe siècle, qui a découvert le fait que, eh bien, la lumière, pour aller d'un point à un autre, va chercher le chemin le plus rapide. D'accord? Pas forcément le plus court en distance, mais le plus court en temps. Donc elle va chercher aller le plus rapidement d'un point à un autre. Donc ça, c'est le premier principe. Et le deuxième principe qu'il y a dans ce principe de Fermat, c'est que vous parcouriez le chemin optique ici dans un sens, donc ici du bleu vers le vert, ou dans l'autre sens, du vert vers le bleu, eh bien la lumière va parcourir le même chemin. Le chemin parcouru par la lumière ne dépend pas du sens de parcours. OK. À partir de ces deux principes-là, eh bien, on va pouvoir établir un certain nombre de lois sur ce qu'il se passe quand la lumière passe d'un milieu 1 à un milieu 2. C'est ce qu'on appelle les lois de Descartes. Alors, la première chose qu'on peut dire déjà, c'est que ce principe, il est tout à fait en accord avec le fait que si vous avez de la lumière qui se propage dans un milieu d'indice constant, eh bien à ce moment-là, la lumière va se propager en ligne droite. En effet, le chemin le plus court pour aller d'un point à un autre dans un milieu homogène, eh bien, c'est la ligne droite. OK. Donc ça, ça découle directement, hein, enfin, c'est inclus en fait à l'intérieur de ce principe de Fermat. Alors, ce qui va découler aussi de ce principe de Fermat, c'est la chose suivante. Alors, déjà, quand on est avec un rayon, alors on a ici donc un dioptre, d'accord, avec un milieu 1, un milieu 2. Alors, pour simplifier les choses, je prends un dioptre plan, mais on aurait pu prendre n'importe quelle forme de dioptre, hein. J'ai ici un rayon incident, donc vous voyez, on le trace avec une ligne droite, puisqu'on est ici dans un milieu homogène, la lumière va en ligne droite, donc on va pouvoir tracer ici la lumière qui se propage en ligne droite. Ce qu'on trace, c'est le trajet de la lumière, hein. Et puis cette lumière, donc elle arrive ici en ce point, et en ce point, il va se passer deux choses. Il y a une partie de la lumière qui va être réfléchie ici par l'interface, et une partie de la lumière qui va passer dans le deuxième milieu. Alors, la partie qui est réfléchie à l'interface, donc on va appeler ça le rayon réfléchi. Okay. Et la partie qui est transmise ici, on va appeler ça le rayon réfracté. Alors, réfracté, hein, ça veut dire la même chose que transmis. OK. Eh bien, ces trois rayons-là, ils vont être forcément dans le même plan. Et même de manière un peu plus correcte, ces trois rayons-là, eh bien, ils vont être dans le plan de la normale au plan de l'interface. Donc la normale, hein, c'est ce vecteur qui est perpendiculaire au plan de l'interface. D'accord? Ça, c'est l'interface. Je n'ai pas noté ici, mais ça, c'est l'interface entre les deux milieux. La normale, c'est le vecteur ici qui est perpendiculaire au plan de l'interface. Et c'est par rapport à cette normale que l'on va identifier nos rayons à partir de l'angle qu'ils font avec cette normale. OK, donc le fait que la lumière doit prendre le chemin le plus rapide pour aller d'un point à un autre, eh bien, ça implique forcément que les rayons, qui sont les rayons incidents, réfractés et réfléchis, sont dans un même plan.
On ne peut pas avoir un rayon incident qui arrive selon un certain plan, et puis un rayon réfracté qui serait réfracté vers l'arrière, un rayon incident qui serait, réfléchi, qui serait réfléchi vers l'avant. Ça, c'est pas possible. Hein. Le rayon réfléchi et réfracté vont être dans le même plan que celui du rayon incident et de la normale. OK, alors ensuite, on a une deuxième loi qui va découler assez rapidement, qui est ce qu'on appelle la loi de la réflexion. Alors, qu'est-ce que c'est que cette loi de la réflexion? Eh bien, cette loi de la réflexion, elle nous dit que donc, si on va d'un point A ici à un point B en passant par un point O à l'interface, eh bien, à ce moment-là, pour aller de A à B, ici, on a la normale au plan, hein, l'angle que fait OA, donc le rayon incident, par rapport à la normale, va être égal à l'angle que fait OB par rapport à la normale. Alors, en fait, c'est égal et opposé, hein, puisqu'on est ici des deux côtés de la normale. Donc, le rayon incident et le rayon réfléchi font un angle égal et opposé avec la normale à la surface du dioptre. Autrement dit, ici, sur ma figure, hein, j'ai I qui est égal à moins I'. Hein, I, c'est comme ça, hein, c'est cet angle-là. I', c'est cet angle-là. Donc, j'ai I qui est égal à moins I'. Alors, en fait, on peut montrer assez facilement que ça découle du fait que eh bien, le trajet le plus court dans un milieu est la ligne droite. Alors, en fait, dans un milieu, c'est-à-dire dans un milieu homogène, hein, c'est la ligne droite dans un milieu homogène. Parce que c'est aussi le plus court en temps. Hein, la ligne droite, c'est le trajet le plus court en temps et en distance pour aller d'un point à un autre. Alors, on peut le montrer en fait assez facilement justement en regardant eh bien, ce trajet de A à O, puis de O à B. OK. Alors, pour ça, il faut poser un point B', enfin, ou plutôt regarder un point B', qui est en fait le point opposé symétrique par rapport à la projection de B sur l'interface. C'est ce point H. Autrement dit, on a HB qui est égal à, alors en valeur absolue, hein, à HB'. Alors en fait, c'est moins HB', mais on s'en moque. En termes de distance, c'est la même distance ici entre H et B que entre H et B'. D'accord? On dit que B', c'est le symétrique de B par rapport à l'interface. OK? Donc cette distance-là est la même que cette distance-là. OK, alors maintenant, ce qu'on va regarder, c'est on va regarder le trajet A, on part du point A, on va au point O, puis on va au point B. D'accord? Donc on regarde le trajet O-A-B. OK, pour faire le trajet O-A-B, donc on va faire AO plus OB. Mais ici, le trajet OB, ici, eh bien, comme ici, la longueur HB, c'est la même que la longueur HB', vous voyez que ici, OB', c'est un triangle isocèle. D'accord? Donc, ça veut dire que eh bien, la distance ici OB, c'est aussi la même que la distance OB'. Ouais? Donc, autrement dit, le trajet AOB, c'est le même que le trajet AOB'. Autrement dit, c'est la même chose que AB'. OK? Ça veut dire que le trajet AB ici, c'est la même chose que le trajet AB'. Mais du coup, ce qu'on a dit, c'est que comme on est dans un milieu homogène, le trajet AB' le plus court, c'est la ligne droite. Alors du coup, si c'est la ligne droite, ça veut dire que, alors si je prolonge ici, ma normale ici, si je la prolonge de l'autre côté,
Donc l'angle I que j'ai ici, là, ben, vous voyez que c'est le même angle I que je retrouve ici. D'accord? Si ici j'ai une ligne droite, ben, en fait, par rapport à la normale, ici j'ai le même angle I. OK, donc ça va être le trajet le plus court. Donc ça veut dire que I ici, ben, c'est le même que le I' qui est là. Si j'essaye de passer par un autre point, qui ne soit pas la ligne droite, bah, à ce moment-là, forcément, mon trajet il va être plus long, hein. Si j'essaye de passer par O', par exemple, ici, bah, du coup, pour aller de A à B, vous voyez que je rajoute de la distance ici, hein. Cette distance-là, AO', B', elle est plus longue que la distance AOB. Donc, pour n'importe quel angle ici qui est différent de I, eh bien, j'aurai une distance qui est plus longue. Ou autrement dit, pour aller en ligne droite de A à B', forcément, j'ai I égale I' en valeur absolue. Et donc, du coup, eh bien, ça veut dire que c'est forcément en passant par le point O pour aller à B que j'ai le chemin le plus court. Autrement dit, que l'angle I ici, eh bien, il est égal à l'angle I' qui est là. Ça va pour ça? Oui. Voilà. C'est bon, on appelle la deuxième loi de Descartes, hein, la première étant que les rayons sont dans un même plan, qui est le plan avec la normale. OK. Alors, je vais juste vous introduire et puis on arrêtera là pour aujourd'hui. Donc, la troisième loi de Descartes, qui est ce qu'on appelle donc la loi de la réfraction. Alors, en quoi ça consiste? Ben, du coup, ça consiste à regarder, cette fois-ci, donc plus le rayon qui est réfléchi, mais le rayon qui est transmis à travers l'interface. D'accord? Donc, on va regarder un rayon incident ici, qui va arriver en un point de l'interface. Et puis ensuite, donc, on va aller regarder eh bien, ce rayon qui est transmis dans le deuxième milieu. Donc, on part ici d'un premier milieu, par exemple l'air, qui a un indice N1. Et puis, on va aller vers un deuxième milieu, par exemple l'eau, qui a un indice N2. Et donc, la question qu'on se pose, c'est quelle est la relation qui va exister entre l'angle I1 ici, que fait le rayon incident avec la normale. Je vous rappelle, ici, on a toujours la normale, repérée par rapport à la normale. Et quel va être du coup l'angle I2 de ce rayon qui est transmis à travers l'interface, hein, quelle va être la direction finalement du faisceau après la traversée de l'interface. Eh bien, on peut montrer, je ne vous ferai pas aujourd'hui, on fera la prochaine fois, que, eh bien, en fait, on peut déterminer une relation entre l'indice du milieu et le sinus des angles, c'est-à-dire que N1 sinus I1 est égal à N2 sinus I2. Et on peut montrer que en fait, cette relation-là, elle découle simplement du fait que on va chercher à aller le plus rapidement possible d'un point A du premier milieu à un point B, bon, je vais le mettre, je ne sais pas où ici, du deuxième milieu. En effet, la question, c'est la même que celle du maître nageur qui se trouve sur la plage et qui voit quelqu'un qui est en train de se noyer dans l'eau. La question qui va se poser, c'est est-ce que je cours jusqu'à l'eau pour ensuite nager jusqu'à cette personne qui est en train de se noyer? Est-ce que ça va être ça le plus rapide? Ou est-ce que je cours le plus longtemps sur le sable? C'est pas tout à fait ça d'ailleurs. Si je cours le plus longtemps sur le sable, je vais quand même essayer de courir vers le point où la personne est en train de se noyer. Et puis ensuite, je nage le moins longtemps dans l'eau. Ou est-ce que peut-être il y a un optimum entre les deux? Donc c'est ça que l'on regardera la prochaine fois. Quel est le trajet en termes de temps de parcours qui est le plus rapide ici pour aller du point A au point B
sachant que la vitesse entre le milieu 1 et le milieu 2 sont différentes. Hein, compte tenu de ce changement de vitesse, eh bien, il existe finalement un optimum pour aller du point A au point B. Ok, je réexplique si vous voulez. Donc, on a ici, on veut aller d'un point A qui se trouve dans le milieu 1, où on va aller à une certaine vitesse, V1, qui va nous définir un indice N1. D'accord? Donc, on a ici un milieu d'un certain indice, ça veut dire que N1, ça veut dire qu'on va à une certaine vitesse V1. Et puis, c'est pour ça que je vous ai mis un petit bonhomme qui court, hein, en imaginant qu'ici, on va plus vite. D'accord? On est dans l'air, on a un indice de 1, très proche du vide, on va vite. Et puis ensuite, ici, on passe dans un deuxième milieu où on va plus lentement. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis un petit bonhomme qui nage. D'accord? On est dans l'eau, donc quand on nage, on va plus lentement que quand on est dans l'air où on peut courir. Et donc, du coup, le principe de Fermat nous dit que la lumière, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va chercher le trajet le plus court en temps, donc le plus rapide, pour aller du point A au point B. Donc, comment est-ce qu'on va optimiser le trajet? Hein, est-ce que le trajet optimal, c'est d'aller le plus rapidement possible à l'eau pour ensuite nager le plus longtemps? Est-ce qu'au contraire, c'est de courir le plus rapidement jusqu'à l'eau, pardon, le plus proche du point B, ici, à l'eau, pour nager le moins longtemps? Ou est-ce qu'il y a un trajet optimal qui serait différent? Eh bien, en fait, la lumière va trouver ce trajet optimal. Et pour trouver ce trajet optimal, eh bien, vous verrez qu'on montrera que forcément, les angles I1 et I2 sont reliés par cette relation N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. Bon, j'y reviendrai la prochaine fois. On recommencera avec ça, donc je vais vous laisser avec ça aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une bonne semaine de repos. Voilà. Essayez de prendre du temps pour récupérer pendant cette semaine de pause pédagogique. C'est important pour la suite de votre parcours. Donc, on se donne rendez-vous, pas dans une semaine, mais dans 2 semaines, pour la suite de ce cours. Merci, bonne fin de journée à vous. Merci, bonne journée, au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Merci, vous aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir.